On se retrouve aujourd'hui avec les lumières de la capitale en fond de décor pour parler de Pouvoir de l'horreur de Julia Kristeva. Donc, pour ceux qui débarquent ou qui n'ont pas vu ma seule autre vidéo qui s'intitule Carnet Philo, le but des Carnets Philo, c'est que je prends un livre, donc un essai, un texte philosophique, et je le lis, et à chaque chapitre ou à chaque section, je viens et je vous en parle, et je vous parle de mes réflexions à partir de ça. Donc je vais pas parler exactement de tout ce qu'il y a dans le livre, et je vais pas non plus résumer tout ce que le livre dit, je vais sauter les passages qui m'intéressent pas, et je vais juste parler des choses dont j'ai envie de parler, et pousser un petit peu la réflexion, pas forcément dans le sens où je suis plus intelligente que Julia Kristeva, c'est pas le cas, mais dans le sens où je vais pousser la réflexion dans un sens qui moi est pertinent avec le fait que j'aime la littérature et j'étudie la littérature. Le premier carnet philo, c'était sur la littérature et le mal de Georges Bataille, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, et vous pouvez aller voir, la vidéo fait 1 heure, et celle-là, elle va être, vous savez déjà la longueur, elle va être hyper longue parce que là j'ai seulement lu le premier chapitre et j'ai 6 pages de notes dans ce carnet qui touche à sa fin. Après c'est le premier chapitre, donc c'est normal, on met en place les concepts et tout, mais ça risque d'être très long je pense, parce que Julia Kristeva, si vous n'avez jamais feuilleté, a une écriture qui est très condensée, on pourrait dire condensée, et qui est très qui travaille à partir de sa propre complexité, donc il y a beaucoup de choses à chaque fois à dérouler. Il y a aussi des passages qui m'intéressent pas du tout, qui sont très centrés sur la psychanalyse, parce que du coup Julia Kristeva est une philosophe, psychanalyste, théoricienne de la littérature. Donc moi ce qui va m'intéresser dans ce livre-là, c'est surtout les passages philosophiques et les passages qui parlent de littérature, tout ce qui est rapport de l'analyste à l'analysé, enfin du psychanalyste et de son patient, tout ce qui est rapport à la mère, au père, ce genre de trucs, ça m'intéresse pas des masses. Donc je vais en parler de temps en temps quand ce sera pertinent pour mettre en place un concept, mais je vais pas vraiment m'étaler sur toute la dimension psychanalytique de son œuvre. C'est tout ce que j'ai à dire. On va commencer avec le premier chapitre. Donc, le premier chapitre de Pouvoir de l'horreur s'intitule Approche de l'abjection, et c'est un chapitre qui est épistémologique, comme elle le dit elle-même, et qui va mettre en place un petit peu tout ce dont on a besoin pour comprendre la suite. En fait, c'est un peu flou au début, sa définition de l'abjection, parce que c'est à la fois un lieu et la frontière entre deux lieux, mais on va y revenir. Elle commence donc par expliquer que l'abject, c'est ce qui s'oppose au je. Donc c'est moi et l'autre, l'abject c'est l'autre, c'est autrui, c'est tout ce qui n'est pas moi. Et elle constate un rapport de désir-répulsion entre moi et l'autre. Donc j'ai envie de connaître tout ce qui n'est pas moi, et en même temps ça me dégoûte, parce que c'est pas moi. Vous voyez. L'abject, c'est donc ce qui est fondamentalement inassimilable, ça veut dire tout ce que vous ne pouvez pas assimiler parce que ça ne fait pas partie de vous. Et elle écrit à un moment donné, à chaque moi son objet, à chaque surmoi son abject. Et ça permet un petit peu plus de comprendre déjà, je trouve, dans quel contexte on se place. Donc vous avez une première opposition qui est moi et un objet, donc un autre, et vous avez le surmoi qui va s'opposer à l'abject. Donc le moi, le ça, le surmoi, ce sont 3 concepts qui ont été mis en place par Freud, le plus grand psychanalyste connu en tout cas. Et donc le moi c'est vous, enfin faut pas commencer par là. Le ça en gros c'est votre inconscient, le surmoi c'est l'instance qui va régir les rapports entre le moi et le ça, donc qui va trier en quelque sorte, vraiment je vulgarise, qui va trier en gros ce qui va dans l'inconscient, ce qui va dans le conscient, tout ça, et le moi c'est donc votre conscience, tout simplement. Et donc ce qui est intéressant avec cette bipartition, c'est que on comprend déjà que l'abject c'est quelque chose qui fait justement office de frontière et de garde, parce que c'est pas l'équivalent du moi, c'est l'équivalent du surmoi, et que le surmoi c'est pas quelque chose, c'est pas un espace en soi, mais c'est ce qui permet l'équilibre entre le moi et le ça. Donc
L'abjection, c'est ce qui est inassimilable, c'est donc évidemment ce qui est indéfinissable. C'est le fait que ce soit indéfinissable qui fait que c'est inassimilable et vice-versa. Puisque forcément, ce que vous ne pouvez pas mettre en mots, vous ne pouvez pas le digérer, l'assimiler. Et ça fait écho à quelque chose dont j'ai parlé dans un de mes articles sur Substack, qui est une plateforme pour faire des newsletters. Donc j'ai fait un article sur la folie, le rapport de la folie à l'art, à la littérature, et dedans, je reprends un petit peu les définitions de la folie, donc Erasme, Rousseau. Je crois qu'il y a du Rousseau, bref, je sais plus. Mais je fais la remarque que la folie est définie comme une incapacité à traduire la pensée en mots. Donc en fait, ce qui va caractériser le fou, selon les philosophes du XVIIIe siècle, c'est qu'il pense comme un être humain normal, mais qu'il ne peut pas articuler sa pensée. Donc ça va être ça la différence entre le raisonné et le fou. Et là, on entre un peu dans ce cadre-là avec l'abjection, parce que l'abjection, c'est justement ce qui ne peut pas être mis en mots, donc ce qui pourrait rendre fou en fait l'être humain. C'est quelque chose qui va être en fait beaucoup trop à l'opposé de votre logique à vous pour pouvoir être assimilé de façon raisonnable. Et Kristeva justement utilise le terme de garde-fou. Elle explique que l'abject et l'abjection sont mes garde-fous, donc les garde-fous de l'être humain. Le garde-fou, c'est donc justement ce qui garde la folie, ce qui garde de la folie. Et donc l'abjection empêcherait en fait l'assimilation d'une réalité trop incompréhensible. Désolée, j'ai reçu un message, ça m'a complètement sorti. L'abjection empêche l'assimilation d'une réalité qui serait trop incompréhensible, qui ferait s'effondrer la raison. Donc c'est là qu'on a un passage de l'abjection qui était d'abord un espace opposé au jeu et qui devient en fait une frontière. Donc on pourrait dire que l'abject est ce dont l'abjection nous garde, si vous voyez. Et si l'abject passait la frontière de l'abjection, on deviendrait fou. En gros. L'inassimilable, c'est donc une barrière entre le je et l'autre, d'où l'équivalence entre le surmoi et l'abject. Et l'abject, finalement, ça va pas être l'autre, mais ça va être ce qui s'interpose entre moi et l'autre. Elle utilise ensuite un exemple qui, je trouve, est très pertinent pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle, sinon ça reste assez flou. Elle parle donc du dégoût alimentaire comme première forme d'abjection et forme la plus élémentaire d'abjection. Lorsque cette peau à la surface du lait, inoffensive, mince comme une feuille de papier à cigarette, minable comme une rognure d'ongle, se présente aux yeux ou touche les lèvres, un spasme de la glotte et plus bas encore, de l'estomac, du ventre, de toutes les viscères, crispe le corps, presse les larmes et la bile, fait battre le cœur, perler le front et les mains. Donc l'abjection, c'est justement ce dégoût, cette répugnance que vous ressentez face à quelque chose qui n'est pas vous et que vous ne pouvez pas assimiler. Donc du lait caillé. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi mon podcast. Elle explique ensuite à partir de ça. Là, elle part dans un premier délire psychanalytique. En nous expliquant que l'abjection, c'est un devenir soi. Alors ça, elle l'explique de façon très vaporeuse, vous voyez. Ce que moi j'en retire de ça, c'est que... Alors il y a une citation très célèbre d'Oscar Wilde, je crois, qui dit « To define is to limit », donc définir c'est limiter. Et pour moi, il y a vraiment un lien avec ça, dans le sens où l'abjection, parce que ça vous fait rejeter ce qui est autre, ça vous fait forcément réaliser ce qui est vous, en gros. Donc on ne peut se définir soi qu'en limitant notre moi et donc en disant voilà tout ce qui n'est pas moi, donc moi je suis tout ce qui reste quand j'ai enlevé tout ce qui n'était pas moi. Donc le rejet par dégoût, c'est le moment selon elle où l'enfant devient un jeu, il devient un être autre que ses parents, il se sépare donc de la capsule un peu familiale. C'est le moment où va naître la conscience de soi, de sa propre vie, et la conscience de la propre vie arrive parce qu'il y a eu conscience de sa mort, par la conscience de la souillure. Voilà. Avec la conscience de vie, forcément, vous attrapez aussi la conscience de mort. Et la mort, ça va être justement la vérité inassimilable par excellence, celle qu'on peut jamais vraiment accepter et ingérer. Elle la définit, la mort, enfin elle la nomme étrangeté imaginaire et menace réelle, ce que je trouve très bien, très beau.
comme manière de parler de la mort. Et donc ensuite va entrer en scène la morale. Quand je vais parler d'hypermorale, de morale, etc., je vais pas réexpliquer tout ce que j'ai dit sur Bataille dans la vidéo précédente. Désolée, vous devez vous taper les 57 minutes de vidéo. Kristeva donc écrit « L'abjection est immorale, ténébreuse, louvoyante et louche, une terreur qui se dissimule, une haine qui sourit, une passion pour un corps lorsqu'elle le troque au lieu de l'embraser, un endetté qui vous vend, un ami qui vous poignarde, etc. » Ce qui est intéressant ici, c'est que l'abjection est immorale parce que elle fait le lien entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc en fait, l'abjection, qui est donc une frontière entre moi et l'autre, va aussi avoir un rôle de frontière entre ce qui est bon, donc a priori le moi, et ce qui est mauvais et qui est autre. Le problème de l'abjection, enfin la raison pour laquelle elle est immorale, c'est parce qu'elle fait se rencontrer en fait les deux contraires. Ça va être spécifiquement la corruption, la contagion. Donc vous avez une frontière entre le bien et le mal, et l'abjection va annihiler un petit peu cette frontière et va faire se rencontrer le bon et le pas bon. Donc un ami qui vous poignarde, c'est quelqu'un de bon qui fait quelque chose de mal, et c'est ça qui va être immoral, c'est le fait que c'est une personne qui vous veut du bien, c'est une personne qui est bonne avec vous, qui va vous faire du mal, et donc c'est ça qui fonctionne pas, et c'est ça qui fait que c'est immoral. Du coup l'abjection, on a vraiment l'idée un peu d'un mouvement qui s'opposerait à un système de valeurs clair et établi, donc quelque chose de vraiment stable, et l'image stable-instable est quelque chose qui va vraiment irriguer toute la description de l'abjection par Kristeva. Elle nous explique ensuite, je vais vous mettre une photo de mon petit schéma, ça va être très long à monter cette vidéo, mais tant pis, je vous mets une photo de mon petit schéma. Elle explique que l'abjection, c'est un manque, d'où le fait qu'on soit attiré, j'imagine, par l'abjection, parce que c'est quelque chose qui nous manque. Et donc, elle explique que le manque a pour signifier l'abjection, notamment l'abjection de soi. Donc, l'abjection va être incarnée par le manque, et le manque ensuite va être incarné par la littérature. C'est pas vraiment une histoire d'incarnation, c'est vraiment une histoire de signe, mais c'est plus simple, je pense, de parler d'incarnation. Donc, l'abjection est symbolisé par un manque, et ce manque, on va le symboliser, le dire grâce à la littérature. Le manque est la marque de l'abjection, la littérature permet de dire ce manque. On a une tripartition qui se met en place maintenant. La littérature surgit un petit peu à ce moment-là de façon abrupte dans le texte de Kristeva, on comprend pas trop pourquoi, mais ce que je pense, c'est que la raison pour laquelle la littérature arrive à ce moment-là, c'est que la littérature, c'est à la fois un langage et un hors-langage. Donc la littérature, c'est du langage parce qu'on utilise la langue comme matière, mais c'est du hors-langage parce que c'est, pour prendre l'exemple le plus évident, c'est la fonction poétique de Jacobson. Donc Jacobson qui explique que le langage a plusieurs fonctions. Vous avez les fonctions de base, donc envoyer un message, recevoir un message, le message en soi, et vous avez une fonction, c'est la fonction poétique, c'est la 8e fonction du langage, qui elle n'a pas d'autre valeur en soi que d'être une fonction poétique. Donc le langage est utilisé uniquement pour faire quelque chose de poétique, a priori quelque chose de beau, mais ça dépend quelle est votre poétique. Et donc c'est une fonction qui n'a pas vraiment de fonction, pensez un peu l'art pour l'art, même si c'est très différent, je dis ça vraiment juste pour qu'on comprenne. Pour moi, la littérature arrive à ce moment-là parce que la littérature, c'est comme l'abjection, c'est un entre-deux, c'est du langage sans être du langage, et donc c'est justement ce qui va permettre de dire la présence-absence du manque et l'entre-deux de l'abjection. La question de l'entre-deux, elle est inhérente vraiment à la notion d'abjection parce que l'abjection, selon Kristeva, dépasse en fait le clivage conscient-inconscient qui a été mis en place par Freud. Ce serait pour elle plutôt un clivage donc je versus autre et dedans versus dehors, donc c'est toujours une question d'altérité, d'étrangéité, et si l'abjection devient consciente, ça va être seulement dans des comportements dits limites, des comportements borderline, donc on commence à toucher à la folie qui évidemment n'est pas nommée folie parce qu'on parle pas de folie, mais vous voyez. Vous avez compris. L'abjection, c'est donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense qu'il faut le redire, c'est un entre-deux, c'est donc ce qui va envahir deux espaces non liés, et c'est le fait de réunir ces deux espaces qui va créer
la névrose. Parce qu'ils rendent impertinente l'opposition conscient-inconscient, ces sujets et leurs discours sont les terrains propices d'une discursivité sublimatoire, esthétique ou mystique, etc., plutôt que scientifique ou rationaliste. Donc on est dans quelque chose qui s'approche de la sublimation, on va parler de la sublimation dans un moment, on est dans quelque chose qui ne peut pas être totalement rationalisé parce que c'est quelque chose de très mystifié, sublimé. Ce brouillage un peu des frontières entre bien et mal, entre dedans, dehors, conscience, inconscience, même si non, on vient de dire qu'on avait dépassé ça, donc je et autres, pas conscience, inconscience. Ce brouillage des frontières va mener à une forme d'errance psychologique. Alors je vous lis un passage qui n'a rien à voir. Mais donc, si, en vrai, bon, ça va voir. Elle explique donc que le sujet qui s'abjecte lui-même, donc qui fait une abjection de soi, va errer sans jamais réussir à se reconnaître lui-même parce qu'il s'est abjecté. Mais elle dit que le rire peut avoir un rôle dans cette errance et elle écrit notamment « Rire est une façon de placer ou de déplacer l'abjection ». Le rire donc divise, exclut et sans à proprement parler vouloir connaître ses abjections, ne les ignore nullement. Souvent d'ailleurs, il s'y inclut, jetant ainsi à l'intérieur de soi le scalpel qui opère ces séparations. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant sur la question plus large du rire en rapport au trauma. Donc le fait que si vous parlez à des personnes qui ont vécu des choses horribles, elles vont parfois faire des blagues dessus et donc c'est une manière de gérer en fait le traumatisme, de rire à partir de ça. Et je trouve que ça l'explique très bien, le fait que le rire permet presque en fait de contenir l'abjection dans un discours qui n'est pas un discours et justement on est dans du langage qui n'est pas du langage avec le rire parce que c'est un son mais qui n'est pas articulé mais qui dit quand même une émotion. Et donc c'est seulement un langage qui n'est pas un langage qui peut vous permettre d'exprimer l'inexprimable. Cet être alors qui erre, ce qu'il va faire entre autres, c'est qu'il va faire des œuvres et on en revient ici à la question de l'art. Il y a en fait une nécessité de l'art pour faire tenir le soi qui est devenu branlant, justement parce que l'abjection a brouillé les frontières, vous avez compris. Dans cette liste de ce que l'errant fait, elle met à la fin les œuvres, et pour moi le fait qu'elle mentionne les œuvres et l'art ici, ça dit aussi le fait que l'artiste, c'est finalement celui qui a conscience qu'il ne peut pas ingérer, et en même temps qu'il ne peut pas se séparer de ce qui est autre. Et avec cette conscience, il va en fait construire son œuvre dans le territoire de cette confusion et de cette instabilité. Et c'est ça le pouvoir de l'art, c'est que ça va pouvoir dire, justement parce que c'est un langage qui n'est pas vraiment un langage, parce que c'est la fonction poétique, l'art, ça va pouvoir dire cet inconnu de l'abjection qui est un terrain inexprimable et inassimilable. L'artiste va pouvoir travailler à partir de cet espace qui n'est pas un espace, de ce non-lieu de l'abjection. Elle se pose ensuite la question des origines de l'abjection en expliquant que le dégoût, ce serait un désir qui aurait été retourné et renversé par l'oubli. Donc par exemple, si vous avez eu un désir pendant l'enfance quelconque, que vous l'avez oublié, il peut revenir sous forme de répugnance à l'âge adulte. Donc je sais pas, vous avez très envie de brocoli quand vous avez 4 ans, vous oubliez totalement dans votre mémoire de vous-même que vous aviez un tel désir pour les brocolis, et vous allez à l'âge adulte avoir un dégoût presque pulsionnel pour les brocolis qui ne s'explique pas. Selon moi, il y a un lien ici qui pourrait être fait avec les notions de honte et de faute, le fait qu'on puisse qu'en fait ce soit la culpabilité qui puisse effacer un désir ressenti pendant l'enfance et en faire quelque chose d'abject quand on grandit. Et donc il y aurait l'idée, ce qui manque pour moi dans ce passage, c'est vraiment la question de la morale. À quel point est-ce qu'on a intériorisé un discours moral social et à quel point est-ce que c'est ça qui peut nous faire, enfin qui peut donner à nos désirs un devenir abjection et renverser vraiment les désirs, en faire des choses qui vont nous répugner. L'abjection justement, c'est ce qui protège le jeu de son désir en le rendant répugnant. Donc c'est pour ça qu'il y a un devenir abjection. Ça va empêcher l'annihilation du moi dans un désir plaisir. Et là encore, je pense qu'il y a un lien hyper important à faire avec la morale parce que
qu'est-ce qui crée justement... En fait, moi, c'est ça qui me frustre dans cette première partie, en tout cas, du livre, c'est que on s'intéresse beaucoup à ce que fait l'abjection surtout d'un point de vue psychologique, et en quoi est-ce que ça crée une dissonance, ce qui aurait pu être dit beaucoup plus simplement que ce qu'elle a fait, mais c'est pas grave. L'abjection crée une dissonance cognitive, en fait, elle aurait pu juste écrire ça. Et on s'intéresse pas aux raisons un peu sociologiques le surgissement de cette abjection, parce qu'elle parle de trucs psychanalytiques, tout ça, mais je trouve pas que ce soit pertinent tout seul. Je trouve que ça devrait être... qu'on devrait y ajouter une question de morale, ou alors c'est juste que j'aime beaucoup parler de morale. Pour moi, on devrait se poser la question ici de la morale sociale ou de l'éthique personnelle. Qu'est-ce qui crée vraiment la naissance de l'abjection? Est-ce que l'abjection est une abjection physique ou est-ce que c'est une abjection éthique? Est-ce que le désir qui a été retourné, c'est juste un désir débile de lait caillé ou de brocoli? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est condamné par la morale et qui donc va disparaître en tant que désir et va renaître sous forme d'abjection? Enfin, je trouve que c'est quand même important. Notamment sur la question des désirs tabous. Je trouve que la notion de tabou aide aussi à comprendre un peu mieux l'abjection, dans le sens où l'abjection va permettre au jeu de rester dans l'humanité parce que son propre désir va continuer de le répugner. Je trouve que cette ambivalence-là permet de comprendre un peu à quel point il y a une dissonance cognitive entre les désirs et la répulsion pour quelque chose qui est autre que moi. Comment est-ce que je peux désirer et en même temps être dégoûtée par quelque chose? Et dans la question du tabou, justement, c'est la morale universelle, entre guillemets, qui fait naître l'abjection là où il n'y aurait eu que du désir s'il n'y avait pas eu de morale. Et donc, à quel point est-ce que l'abjection n'est qu'un pur produit de la morale? Je vous pose la question. Selon Kristeva, l'abjection découle d'un refoulement d'avant la naissance du moi, donc avant le moment où vous êtes devenu conscient de vous-même, c'est-à-dire que c'était une époque où il n'y avait pas d'inconscient, donc pas de transformation possible de l'instabilité, pas de logique qui permette de cadrer l'abject, et donc forcément vous le refoulez avant même d'être devenu un être pensant. Et là encore, pourquoi est-ce que vous le refoulez ? C'est une question à se poser. Ce qui va permettre de contenir l'abjection, finalement, ça va être la sublimation. Donc la sublimation chez Freud, je vais pas l'expliquer clairement parce que j'ai pas recherché la définition, mais la sublimation chez Freud, c'est le fait de passer par des symboles, en gros, pour dire ce qui est innommable, pour ressentir ce qui ne devrait pas être ressenti. Donc c'est le fait de passer par un symbole parce que vous ne pouvez pas vous confronter à la réalité de fait parce que ça briserait votre équilibre psychique. Donc la sublimation, on est un peu comme chez Freud, ça permet de contenir l'abjection. On a la même perte du jeu dans l'abjection, donc dans l'expérience de l'abjection et dans l'expérience du sublime. Et l'abjection et le sublime deviennent donc deux extrêmes, deux pôles en gros de la sortie psychique de soi. Vous voyez que Kristeva, elle aime bien commencer avec quelque chose et partir sur toute autre chose par association d'idées, parce qu'elle nous parle de sublimation et ensuite elle nous parle de sublime, mais je suis désolée, je pense qu'il fallait faire une petite transition entre les deux parce que c'est quand même pas exactement la même chose, mais bon bref. L'abjection c'est comme le sublime, parce qu'en fait ce sont deux entre-deux, deux éléments qui sont extratemporels. Donc je vous lis la citation et après je vous explique mon truc. Le sublime est un en plus qui nous enfle, qui nous excède et nous fait être à la fois ici, jeté, et là, autre et éclatant. Quand vous faites l'expérience de quelque chose de sublime, c'est une forme de sortie de vous-même, et quand vous faites l'expérience de l'abjection, c'est aussi une forme de sortie de vous-même, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez encaisser, on va dire, en étant vous-même. Et donc, les deux notions vont se rejoindre dans un dépassement du chronotope borné du moi. À force de lire Kristeva, vous voyez que je me mets à écrire des phrases comme ça. Le chronotope, c'est l'espace-temps, c'est une notion de Barthes. Et donc, le sublime, comme l'abjection, permettent de dépasser le chronotope borné du moi, donc de dépasser les limites spatio-temporelles du jeu de la personne que je suis. L'abject, ce n'est donc pas seulement le premier refoulement, c'est aussi la sublimation de la première pulsion refoulée.
Donc c'est à la fois le premier refoulement et ensuite la sublimation de ce refoulement. Donc en gros, bon, c'est une étape originelle, ok. Je vous passe tout un passage sur ces délires un peu psychanalytiques. Enfin, c'est pas que c'est des délires, c'est juste que ça m'intéresse pas trop. Et on en arrive à une question qui remet un petit peu la morale au centre, même si elle en parle pas, mais moi j'en parle. L'abject est lié à la perversion, évidemment. Ben oui, évidemment. L'abject, dans sa forme socialisée, correspondrait à la corruption. Donc la corruption, ça voudrait dire que c'est un peu l'entrée de la violence symbolique dans le sacré, c'est ce qu'on disait sur l'ami qui vous poignarde, c'est le fait que quelque chose qui était sacré, donc un lien amical par exemple, va être corrompu par une violence symbolique, donc le fait qu'il va vous trahir, donc va faire quelque chose de mauvais envers vous. Et cette corruption, cette perversion, le seul qui va être capable de le dire, ça va être donc l'écrivain, comme on en a parlé. Elle écrit « L'écrivain, fasciné par l'abject, en imagine la logique, s'y projette, l'introjecte et pervertit la langue, le style et le contenu en conséquence. » Donc finalement, en fait, ça va être un peu comme l'hypermorale de Bataille, dans le sens où c'est la littérature ici qui va permettre de dépasser une dichotomie intenable. Donc chez Bataille, la littérature permettait d'accéder à l'hypermorale, c'est-à-dire un lieu qui était au-dessus de la morale où il n'y a plus d'opposition bien-mal, enfin le bien et le mal n'existent pas en tant que construction éthique. Et ici donc la littérature permet aussi de dépasser la dichotomie je, l'autre, dedans, dehors, qui est intenable. C'est en fait le fait que l'écrivain puisse se projeter dans l'abjection, donc il y aurait quelque chose à dire, je pense aussi, de la notion d'imagination, de la projection, qui est une sortie de soi, et c'est cette imagination qui permet à l'écrivain de se mettre dans un état justement qui est celui du sublime ou de l'abjection, de se mettre dans un état de sortie de soi qui lui permette ensuite de dire ce qu'il y a hors de soi sans que ça l'affecte lui particulièrement. L'art va donc jouer un rôle cathartique, ça va être la catharsis ultime de l'abject. La catharsis donc elle l'a redéfinie plus tard avec des termes beaucoup moins simple que chez Aristote, mais la catharsis, en gros, vraiment en gros, c'est le fait que en mettant la perversion dans un maître poétique rythmé, vous allez pouvoir contenir la perversion, en faire quelque chose de digeste, et donc vous allez pouvoir... C'est pas juste une expulsion comme on le comprend, enfin comme on interprète habituellement le texte d'Aristote, mais c'est une question de pouvoir digérer la perversion et donc ne plus avoir cette perversion dans la réalité. C'est une forme de sublimation freudienne, c'est un peu toujours pareil. L'art, c'est donc la catharsis ultime. Dans cette expérience tenue néanmoins par l'autre, sujet et objet se repoussent, s'affrontent, s'effondrent et repartent, inséparables, contaminés, condamnés, à la limite de l'assimilable, du pensable, abject. La grande littérature moderne se déploie sur ce terrain-là, Dostoïevski, Lauriamont, Proust, Artaud, Kafka, Céline. Et donc, à partir de ça, elle s'arrête un peu sur quelques auteurs en expliquant en quoi leurs œuvres explorent justement le territoire de l'abjection. Selon elle, donc, pour Dostoïevski, l'abject est l'objet central des possédés, qui est un livre que j'ai lu, mais c'est un des rares livres pour lesquels je n'ai absolument aucun souvenir de ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que c'est parce que j'avais fait une nuit blanche pour le finir, mais je me souviens que je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu. Je serais incapable de vous dire quoi que ce soit de ce qui se passe à l'intérieur, à part qu'il y a un passage qui a été supprimé du livre, et je crois qu'il était même pas dans la traduction que j'avais lue à l'époque, donc je connais le passage que je n'ai pas lu, et c'est tout. Mais bref, donc je peux pas trop étayer là-dessus, mais l'abject est l'objet dépossédé. Apparemment. Je vois pourquoi elle dit ça, parce que la scène qui fait débat est justement une scène d'abjection. Mais bon, bref. Pour Proust, elle écrit « L'abjection chez Proust est mondaine, sinon sociale, la doublure immonde de la société. » Et là, je pars dans une tangente parce que j'ai vu doublure et j'ai commencé à penser aux figures du double chez Proust, mais je trouve personnellement que c'est pertinent. Vous avez, dans La Recherche du temps perdu, beaucoup de doublons
et de personnages qui se doublent. Alors peut-être pas beaucoup, mais en tout cas il y a 2 doubles que moi j'ai relevés, qui sont le double Charlus Saint-Loup et le double Gilberte Albertine, qui lui est évident rien que dans l'onomastique. Et en fait c'est assez intéressant, je trouve, de s'arrêter sur ces doubles en lien avec l'abjection, parce que c'est justement ici des personnages qui sont reliés de façon plus ou moins proche à l'homosexualité, et le dédoublement ici permet en fait de montrer l'abjection et de montrer la souillure, et c'est seulement en dédoublant ces personnages que Proust arrive à montrer l'abjection, donc le fait que 2 réalités se côtoient qui ne devraient pas se côtoyer, et donc vous avez Charlus et Saint-Loup qui sont 2 modèles absolument opposés de personnages et qui pourtant vont se retrouver dans cette homosexualité, et le fait de les dédoubler, ça permet d'assimiler en fait cette abjection, cette étrangéité pour le narrateur, en tout cas pas pour Proust. Et pour Gilberte et Albertine ça va être pareil, on va avoir ce dédoublement qui permet aussi d'assimiler le rapport de ces 2 filles à l'homosexualité. Elle oppose aussi Proust à Sade, parce qu'elle explique que chez Sade, il n'y a pas d'abject, donc pas d'innommable en fait, et forcément pas de sublime. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, j'avais parlé de la lecture de Sade par Bataille dans le carnet philo sur la littérature et le mal, que je trouvais personnellement plus proche de ma lecture à moi de Sade. Je sais pas si je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'abject, pas d'innommable, parce que je pense que le fait que Sade montre beaucoup et multiplie beaucoup les tortures dit aussi une absence de quelque chose. Et je pense pas qu'on soit dans une absence totale d'abject ou de sublime, mais pour moi ça dirait plus, je sais pas trop, je peux pas vous improviser une théorie sur Sade là, surtout que ça fait 40 minutes que je filme et que je suis censée faire une vidéo par chapitre et qu'il y a 12 chapitres dans ce livre. Ça va être tellement long. Bon, ensuite elle parle de Joyce. Joyce, catharsis égale signifiant pur. Donc pour elle, chez Joyce, ce qui sert de catharsis à l'abjection, ça va être la musique de la parole. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans 2 minutes, dans ce qu'elle dit à la fin. Chez Borges, l'indicible est dit grâce à la répétition. Ça aussi, on va le retrouver juste après. Parce que la répétition, ça va être en fait le jeu du langage sur et dans la frontière de l'abject. Donc on est toujours dans ce territoire un peu instable, et la répétition, ça permet de travailler toujours et encore sur cette instabilité. Et enfin, chez Artaud, l'abject, c'est la mort, tout simplement. On a la figure du cadavre qui va dire la présence-absence de la mort, qui va l'incarner. Donc en fait, la littérature dans toutes ses formes, la littérature qu'elle appelle littérature moderne, va sublimer l'abjection, et donc va se faire alternative en quelque sorte au sacré, et notamment au sacré de la religion. C'est la parole, c'est l'art qui va permettre de symboliser l'abjection, et donc de dire l'abjection de manière détournée par le symbole, donc de la dire sans la dire, parce que vous ne pouvez pas la dire sans ne pas la dire, vous voyez. Enfin, pour finir ce premier chapitre, elle écrit à partir des théories de Platon et d'Aristote que purifier, seul le logos en est capable. Donc le logos, c'est la parole, le verbe, et c'est justement donc tout ce qu'elle dit sur la littérature. C'est la littérature qui peut sublimer et donc qui peut purifier par la catharsis l'abjection. Il y a plusieurs modes selon elle de purification: la négation, la sélection, l'accueil. Donc soit vous rejetez l'abjection, soit vous ne gardez de l'abject que ce qui vous plaît et vous jetez le reste, soit vous accueillez à bras ouverts l'abjection. Et justement, c'est parce qu'on fait sortir l'abjection du domaine de l'innommable en le symbolisant qu'on peut arriver à en contrôler l'effet, et donc à choisir un peu ces modes de purification. On fait entrer l'abjection dans l'espace clos de la conscience en la faisant entrer dans l'espace clos du langage, et on retrouve ce que je disais sur la folie. Le langage, c'est vraiment ce qui va cadrer, ordonner la pensée, et donc c'est ce qui va permettre aussi de cadrer, d'ordonner l'abject, l'innommable. Chez Aristote, c'est le cadre strict de la poésie qui va faire fonctionner la catharsis, parce que la poésie redit, elle fait varier les itérations de l'abjection jusqu'à ce qu'elle devienne harmonie. Et c'est donc là la répétition qu'on avait déjà chez Borges. C'est la répétition qu'on avait déjà chez Borges qui permet, en ressassant
l'abjection d'en faire quelque chose de digeste et de nommable finalement. Et c'est sur cette idée qu'on va terminer le premier chapitre. J'espère que les autres ne seront pas aussi longs, sinon je vais être obligée de faire cette vidéo soit en plusieurs parties, soit je vais vous publier une vidéo de 4 heures que personne ne va regarder. Parce que vous avez autre chose à faire, ce que je comprends. Mais j'ai hâte de lire la suite et on en reparle. Voilà, pas de conclusion, c'est pas la fin de la vidéo, donc à tout de suite. Avant d'entrer dans le deuxième chapitre de Pouvoir de l'horreur, je vous confirme que ce carnet philo va être en plusieurs épisodes parce que sinon ça va être beaucoup trop long et ce serait très peu opportuniste de ma part de vous faire une vidéo de 6 heures que je mets un mois, voire plus, à filmer et monter, alors que je pourrais vous faire 3 vidéos de 2 heures, voire ça va plutôt être 6 vidéos de 1 heure je pense. Donc ça va être en plusieurs vidéos, je vais essayer de réunir dans chaque vidéo des chapitres qui font sens, qui sont cohérents ensemble. Le deuxième chapitre dont on va parler tout de suite, c'est un chapitre sur la peur qui définit la notion de phobie et qui explique comment la notion de phobie vient d'un certain type de relation à un objet et donc à un abject. Ça permet de reprendre un peu les éléments de définition de l'abjection et d'arriver à une définition qui, moi, me satisfait personnellement. Donc on reste dans une vidéo qui est très définitionnelle. Dans la prochaine vidéo, de ce que j'ai lu dans le sommaire, on va parler de lien entre horreur et religion. Donc ça fera sens et ce sera cohérent et on va commencer tout de suite. Donc elle ouvre ce deuxième chapitre de quoi avoir peur avec une définition. Elle explique donc qu'en psychanalyse, quand on parle d'objet, on parle en fait d'objet du désir et donc ça c'est juste pour que vous le gardiez en tête pendant tout ce qui va être dit. J'ai un peu moins de notes que la dernière fois, heureusement. Donc elle commence avec cet objet qui est un objet du désir et elle explique qu'il y a un lien essentiel entre la peur et l'objet. Elle s'appuie sur une citation de Lacan, qui est un psychanalyste vraiment très 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 connu, enfin qui est connu pour les personnes qui s'intéressent à la psychanalyse. Et donc Lacan explique que la relation d'objet est toujours un instrument à masquer, à parer le fond fondamental d'angoisse. Et donc ça va diriger un peu toute la réflexion que Kristeva tisse dans ce chapitre-là, parce que on va voir que l'objet phobique occulte en fait une peur primitive, des peurs primitives. C'est un chapitre qui est très psychanalytique, mais j'ai vraiment débarrassé le propos de tous ces cas d'études et ces trucs de Freud et tout, donc on va vraiment juste parler de peur pour définir un peu la peur et voir à quoi ça va nous servir en termes d'horreur et de littérature, parce que c'est ça le sujet qui m'intéresse encore une fois. Donc j'ai déjà mal au dos, c'est la présence de l'objet qui va permettre l'expression de la peur. Donc l'objet du désir, l'objet psychanalytique, va permettre d'exprimer une peur. Elle écrit notamment que la peur dont on peut parler, c'est celle qui a un objet signifiable. Donc l'objet qui nous fait peur, l'objet de la phobie, permet en fait de parler de la peur et c'est ça sa fonction. On a un passage donc de la peur du psychique au physique, ça veut dire que vous avez peur de quelque chose, vous allez dire que vous avez peur d'un objet et cet objet va vous permettre tout simplement de mettre des mots sur votre peur. Ça permet de matérialiser selon elle une peur primitive, je mets ça entre guillemets, une peur qui serait là depuis le début de l'enfance. Et donc le langage va exprimer une peur en nommant son objet, mais c'est là que ça se complexifie évidemment. Donc le langage va nommer un objet. Vous avez peur des chevaux, vous avez peur, je sais pas, des clowns. Par le langage, vous allez nommer l'objet de votre peur, mais en réalité, cet objet va cacher une autre peur innommable, donc sur laquelle vous ne pouvez pas mettre de mots. Donc vous mettez un mot, vous mettez un objet sur une peur, et ça vous permet d'exprimer d'autres peurs qui, elles, ne peuvent pas être exprimées. Cette peur qui est cachée, c'est en réalité une condensation un peu de peur. Donc elle explique que l'objet phobique, ça va être une sorte de hiéroglyphe qui va condenser en fait plein de peurs différentes, plus ou moins nommables. Et finalement, ce qui importe ici, on pourrait dire que c'est l'expression de la peur plus que vraiment la pertinence ou pas de l'objet qui a été choisi pour exprimer cette peur. Ce qui est important, c'est que vous passez par le langage et par l'image pour exprimer une peur. Et c'est
Enfin, c'est pas très important que vous choisissiez le clown comme objet. Ouais, voilà. Ce qui est important, c'est juste le lien qui va être fait inconsciemment entre l'objet choisi et toutes les peurs que ça cache derrière. Donc, bon, je sais pas ce qu'on peut dire pour le clown, mais elle prend l'exemple du cheval, et donc elle explique qu'il y a une peur de la vitesse, une peur de je sais plus quoi, vous voyez où je veux en venir, c'est bon. Elle écrit donc, pour conclure sur cette idée, l'objet phobique vient à la place d'états non objectaux de la pulsion, et prend sur soi tous les accidents de la pulsion, comme du désir, déçus ou détournés de leurs objets. Le plus important, c'est que vous nommez l'objet de votre peur et que cet acte de nommer permet de condenser dans un signe toute une multitude de peurs que vous ne pouvez pas nommer. Elle explique ensuite que la phobie, c'est, je cite, une métaphore manquée du manque, donc juste une métaphore du manque, on s'en fiche qu'elle soit manquée personnellement, mais la phobie va être une métaphore du manque. Ça c'est important parce qu'il y avait aussi toute une histoire de manque avec la question de l'abjection. Elle écrit « Métaphore du manque en tant que telle, la phobie porte la trace de la fragilité du système signifiant du sujet ». Donc la phobie va pallier la faiblesse du langage, le fait que le langage ne peut pas nommer la peur, et donc on en revient toujours à cette importance de la question du langage dans la peur, dans l'abjection. La phobie, ça va être finalement la transformation d'un matériau innommable et ou innommé. L'important, c'est vraiment cette idée de transformation, c'est quelque chose sur lequel elle revient après, donc j'avais raison quand j'ai écrit ça. Mais voilà, la phobie, c'est la transformation de quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Donc vous désignez un objet pour une peur que vous ne pouvez pas nommer. Je pense que là, vous avez compris, c'est bon. La phobie, donc, elle va pallier la difficulté à dire la peur. Et elle va, pour pallier cette difficulté langagière, représenter la peur par des objets qui sont extralinguistiques. Donc l'image d'un clown, par exemple. C'est pas de l'ordre du langage. C'est ce qu'elle écrit un peu plus loin. Tenir compte de cette métaphoricité consisterait à considérer le phobique comme un sujet en manque de métaphoricité. Incapable de produire des métaphores avec les signes seuls, donc avec les mots, il les produit dans la matière pulsionnelle elle-même, et voilà que la seule rhétorique dont il soit capable est celle de l'affect, projeté souvent en images. Donc on représente la peur par des objets de type image, métaphore, parce qu'on ne peut pas dire la peur avec le langage. Il y a une équivalence ici qui se met en place entre la notion de métaphore et celle de sublimation, et donc la métaphore serait une sorte de sublimation dans l'espace littéraire, et en même temps il y a quand même un problème dans la métaphore, enfin c'est pas un problème, mais la métaphore c'est quand même un objet qui est linguistique, donc qui est pas totalement innommable, et on a un peu un entre-deux déjà qui se met en place, parce que la métaphore c'est justement ce qui va se mettre entre le langage et la sublimation, entre l'innommable et le nommable. Donc la métaphore c'est vraiment ce qui va faire la passerelle en fait entre ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire, et ça explique aussi ce qu'elle va dire après, on y vient, sur le pouvoir de l'abjection et le lien intrinsèque entre l'abjection et la littérature. La littérature apparaît déjà comme une forme de remède entre guillemets à la peur. Elle écrit « L'écriture, l'art en général, serait alors le seul, non pas traitement, mais savoir-faire avec la phobie. » Donc l'écriture, c'est ce qui permet de travailler autour de la phobie, de travailler la phobie, d'apprendre à la dire, tout simplement. Et l'écriture comme objet psychanalytique va permettre un glissement vers tout un propos sur l'art et sur la littérature. Elle écrit juste en dessous que l'objet phobique est une proto-écriture. Donc la proto-écriture, c'est une écriture qui se fait par signe. Donc c'est par exemple les dessins dans les grottes, vous voyez. L'objet phobique est une proto-écriture, et inversement, tout exercice de la parole, pour autant qu'il est de l'écriture, est un langage de la peur. Par langage de la peur, elle entend un langage du manque tel quel, ce manque qui met en place le signe, le sujet et l'objet. Moi, ce qui m'a intéressée avec cette notion de proto-écriture, c'est que la phobie, en tant que donc elle permet d'exprimer une peur, donc vous choisissez un objet, ça vous permet d'exprimer votre peur, vous avez compris. La phobie, c'est en fait une première écriture de la peur, et ça montre un peu, ça incarne déjà ce mécanisme de transformation qui est à la base de tout le langage. Donc le principe même du langage, c'est de mettre des mots sur des choses, et donc c'est de transformer une chose en son,
et en son qui soit compréhensible et identifiable par assez de gens pour que ça permette la communication, vous voyez. Et donc cette idée de proto-écriture par la phobie, c'est une manière de montrer que le langage, c'est en fait vraiment un mécanisme de transformation et que c'est cette transformation qui rend le langage vraiment nécessaire. Et alors là, on a droit à un deuxième petit schéma, parce qu'elle explique que la peur, c'est ce qui borde le manque. Donc vous avez le manque qui est entouré par la peur. Donc la peur apparaît un peu comme l'abjection, c'est-à-dire comme une bordure. C'est quelque chose qui vous sépare d'autre chose, mais je n'ai pas encore décidé de qu'est-ce qui était séparé du manque grâce à la bordure de la peur. Je me suis demandé si c'était le désir, mais le désir c'est un peu la même chose que le manque, donc je suis pas trop encore convaincue par ça. Je vous laisse y réfléchir de votre côté. Ou alors, s'il y a des fans de Kristeva, vous pouvez éclairer notre lanterne. Mais vous avez le manque, vous avez la peur comme bordure. Et pour moi, ça paraissait logique que la peur était ce qui allait séparer le manque de la réalisation du manque. Donc peut-être pas le désir, mais peut-être la satisfaction, la jouissance. Et elle en vient finalement à ce passage, donc au discours de la peur. Nous croisons ce discours dans nos rêves, ou lorsque la mort nous frôle, nous faisant perdre l'assurance dans laquelle nous tient d'ordinaire l'usage automatique de la parole, assurance d'être nous-mêmes, c'est-à-dire intouchables, inaltérables, immortels. Mais l'écrivain est confronté à ce langage en permanence, l'écrivain, un phobique qui réussit à métaphoriser pour ne pas mourir de peur, mais pour ressusciter dans les signes. Là, vous savez pourquoi je souligne ça, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Et donc, ce qui est intéressant vraiment ici, c'est que la sortie de la phobie et le passage par le langage est ce qui permet de dépasser la peur, de s'en délester. Et donc, on entre aussi dans ce qu'on disait sur l'abjection, le fait que c'est le passage par le langage qui va permettre de vraiment pas forcément faire sens, mais purger en quelque sorte. On est dans quelque chose de cathartique aussi, mais de purger un peu l'abject et l'abjection. Parce que voilà, l'objet phobique est un abject, elle le répète, enfin elle le dit à ce moment-là, alors que ça fait 6 pages qu'elle a commencé son chapitre, et je trouve qu'il fallait peut-être le dire au début, mais ça c'est une autre question. L'objet phobique est un abject, et donc ça permet de se poser la question de est-ce que la phobie est une abjection, c'est-à-dire est-ce que la phobie est plutôt que justement quelque chose qui est incarné par un objet, est-ce que la phobie c'est pas la frontière poreuse qui sépare le sujet de l'objet qu'elle va se choisir pour représenter sa peur? Et en fait, vous avez cette phobie qui entoure le sujet et qui ne peut être exprimée ponctuellement que par le choix d'un objet qui viendrait matérialiser en fait la peur primitive. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. La phobie donc, elle revient dessus, cache un manque, un rien, et l'écrivain adulte, ce qui a fait une différence entre les enfants et les adultes parce que voilà, c'est très psychanalytique, mais l'écrivain adulte n'arrête pas de revenir sur les mécanismes de la symbolisation dans le langage lui-même, pour trouver dans cette opération d'éternel retour, et non pas dans l'objet qu'elle dénomme ou produit, l'évidement de l'angoisse devant rien. Et donc la symbolisation permettrait à la fois d'identifier, d'exprimer l'objet qui n'en est pas un de l'angoisse, d'exprimer l'angoisse, et en même temps ça révélerait le vide total de cette angoisse. Le fait que ça souligne un peu ce rien, ça va avec l'idée que la métaphore va aussi déplacer la nature de l'objet, au sens de l'objet du désir. Donc, il y avait un objet qui était celui de la peur, donc l'objet phobique. À force de le symboliser, on se rend compte que, au fond, il n'y a rien. Il y a une angoisse qui, finalement, est vide, en quelque sorte, parce que c'est toute une condensation de plein de peurs primitives. Et donc, au lieu d'avoir cet objet phobique, vous allez avoir un nouvel objet qui a été révélé par la métaphore. Donc, il y a, en quelque sorte, un déplacement du désir qui se met en place. Et ce nouvel objet, je cite, c'est la symbolicité elle-même qui est investie d'une pulsion qui n'est pas objectable au sens classique du mot. Il ne s'agit pas d'un objet de besoin ni de désir.
et qui n'est pas narcissique non plus, elle ne revient pas pour s'effondrer sur le sujet ni l'effondrer. Donc le processus en fait de symbolisation, de métaphorisation va permettre de remettre au centre cette symbolisation elle-même et donc ce processus elle-même de métaphorisation. Donc ce qui devient l'objet, j'ai enlevé les chaussures derrière, ça m'énervait, ce qui devient l'objet lui-même, ça va être la métaphore. Et elle souligne que cet investissement de la symbolicité comme seul lieu de la pulsion et du désir est un procédé de conservation. Donc peut-être que c'est en quelque sorte une forme de réaction au vide. Donc quand on se rend compte que l'angoisse qui était à la base de tous les objets phobiques qu'on avait exprimés n'est que du vide, est-ce que pour éviter la psychose, il ne faut pas trouver un nouvel objet de désir, entre guillemets, parce qu'elle dit que c'est pas un objet de désir, mais après elle dit que c'est un objet de désir, donc voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre objet, moi je l'entends un peu plus comme objet de fascination que objet de désir, donc est-ce qu'on ne doit pas se trouver un autre objet, et cet objet ça va être la sublimation, la métaphorisation. Et donc c'est à partir de cette idée qu'on en arrive à l'idée la plus importante pour moi de cette vidéo, donc c'est ça vraiment qu'il faut retenir, ok. C'est, je pense, la définition de l'abjection, donc je vais vous la lire en entier. L'abjection, carrefour de phobie, d'obsession et de perversion, partage la même économie. Le dégoût qui s'y laisse entendre ne prend pas l'aspect de la conversion hystérique. Celle-ci est le symptôme d'un moi qui, excédé par un mauvais objet, s'en détourne, s'en expurge et le vomit. Dans l'abjection, la révolte est tout entière dans l'être du langage. Contrairement à l'hystérie qui provoque, boude ou séduit le symbolique mais ne le produit pas, le sujet de l'abjection est éminemment productif de culture. Son symptôme est le rejet et la reconstruction des langages. Et donc ça, c'est la définition, je pense, de l'abjection. C'est pour ça aussi que ça fait sens de mettre ces deux chapitres ensemble. C'est vraiment la définition de l'abjection parce que c'est de ça qu'on va parler et c'est de ça que l'horreur parle. C'est le rejet du langage et la reconstruction du langage. Pourquoi on le rejette, pourquoi on le reconstruit. Peut-être qu'on entrera dans ces questions, peut-être pas. Je sais pas vu que j'ai pas fini le livre. J'aimerais bien, mais sinon j'en parlerai toute seule. Mais donc voilà, le pouvoir de l'horreur, c'est justement un pouvoir créateur, transformateur et métamorphe. C'est le point sur lequel je voulais arriver, le point le plus important pour moi personnellement. C'est que l'horreur, l'abjection, la théorie de la peur, ça c'est quelque chose de fondamentalement créateur et de fondamentalement transformateur. C'est ça qui est vraiment hyper essentiel et hyper important à comprendre et à mettre en place. L'horreur, pas forcément l'horreur au sens de l'horreur en littérature, l'horreur au cinéma, même si vous vous doutez que mon discours avance un peu vers ça, mais l'horreur, c'est quelque chose qui va produire des symboles. Et donc forcément avec Kristeva, on est surtout dans la question de pourquoi est-ce qu'on produit des symboles et de quoi est-ce qu'on produit des symboles. Donc elle, c'est beaucoup de quoi est-ce qu'on produit des symboles, de quelle peur primitive et comment ça se met en place cette production de symboles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quel type de symboles on va produire et comment est-ce qu'on va produire en fait ces symboles. Voilà, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir, je pense. Il y a encore quelques points que je vais aborder, mais c'est vraiment là-dessus que je voulais me concentrer. Donc voilà, l'abjection, c'est une métamorphose et c'est ça qui est essentiel. Elle commence à parler ensuite de voyeurisme. Elle en parle vraiment vite fait, mais je vais en parler parce que ça m'a fait penser à Proust. Donc toute excuse est bonne à prendre. Elle écrit que le voyeurisme est une nécessité structurale dans la constitution de la relation d'objet. Il se montre chaque fois que l'objet fluctue vers l'abject et ne devient perversion véritable que de l'échec de symboliser l'instabilité sujet-objet. Donc, pourquoi ça m'a fait penser à Proust ? Donc, Proust, si vous avez lu La Recherche du temps perdu, vous savez qu'il y a un personnage, Charlus, qui est un personnage homosexuel. Donc Proust était homosexuel, mais dans La Recherche du temps perdu, le narrateur qui correspond à peu près à Proust
n'est pas homosexuel, enfin en tout cas il le dit pas, mais c'est un narrateur non fiable, ce qui est aussi la raison pour laquelle La Recherche du temps perdu c'est génial. Le voyeurisme, c'est un motif qui est vraiment omniprésent dans La Recherche du temps perdu, dans l'écriture de Proust. Vous avez 2 scènes de voyeurisme dont j'ai envie de parler aujourd'hui, enfin je vais en parler brièvement, peut-être pas. Il y a 2 scènes de voyeurisme qui pour moi disent vraiment cette instabilité sujet-objet et le fait que l'objet fluctue vers l'abject. C'est la scène d'ouverture de Sodome et Gomorrhe, donc quand quand l'alter ego de Proust, donc le narrateur, on l'appelle le narrateur, donc quand le narrateur surprend Charlus avec Jupien qui sont en train d'avoir une relation donc homosexuelle. Et ensuite dans Le Temps retrouvé, vous avez la scène vraiment pivotale, la scène pivot du Temps retrouvé, qui est le narrateur qui regarde par l'œil de bœuf d'une chambre d'hôtel et qui voit Charlus dans une maison de prostitution, bon bref, qui est en train de demander à des jeunes garçons de le fouetter, de lui faire du mal, bon, bref. C'est pas ça la question. Enfin si, c'est un peu ça la question. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces 2 scènes où justement le narrateur devient le témoin de quelque chose d'abject, de quelque chose qui est abject parce que on le soupçonne, c'est quelque chose qui fait partie de sa personnalité et qu'il ne veut pas admettre, de quelque chose d'abject parce que c'est quelque chose de fondamentalement refusé, mal vu, anormal dans la sexualité mondaine et même juste dans la mondanité parisienne, et même juste dans la société, mais bon bref, ça c'est une autre question. Et en plus de ça, en plus du fait que ça représente un passage de l'objet à l'abject, parce que le personnage de Charlus devient abject dès lors que le narrateur apprend qu'il appartient à cette autre classe d'hommes, mais on a aussi une instabilité sujet-objet qui se met en place parce que la scène dans Le Temps retrouvé, alors bon ça c'était mon oral d'agrégation donc faut vraiment me retenir pour pas que je vous fasse 30 minutes dessus parce que j'ai vraiment 30 minutes dans ma tête sur cette scène, mais après si vous la voulez je vous la fais, hein. J'ai toujours mes brouillons des oraux d'agrég, je dis ça je dis rien, mais voilà, cette scène, c'est une scène où le narrateur glisse syntaxiquement et en fait le narrateur se confond avec Charlus et donc vous avez vraiment un moment où ça devient totalement instable et on ne sait plus qui est qui et on comprend, bon on l'a compris avant, mais on comprend à ce moment-là que le narrateur c'est aussi un sujet qui existe sur le territoire de cette abjection et qui est complètement instable dans sa relation avec cet objet abject qu'est l'homosexualité. Je ferme ma parenthèse Proust, mais voilà, je trouvais ça intéressant de mettre ça en lien avec le voyeurisme comme Kristeva l'écrit, parce que ça correspond vraiment à ce que fait Proust. Elle explique sur le voyeurisme, pour conclure cette parenthèse, que le voyeurisme accompagne l'écriture de l'abjection. L'arrêt de cette écriture fait du voyeurisme une perversion. Et donc c'est quand on arrête d'écrire l'abjection que le voyeurisme devient une perversion. Et c'est intéressant, ce serait intéressant, parce que je ne l'ai pas fait, mais ce serait intéressant de lire aussi ces scènes chez Proust dans cet angle-là, et de voir à quel moment la scène qui a été décrite devient une perversion, et pourquoi. Est-ce qu'à ce moment-là, ça devient une perversion ? Pourquoi est-ce qu'au moment où le narrateur décrit la scène, voilà, il y a un glissement, on est dans l'abjection, et dès qu'il arrête d'écrire l'abjection, l'homosexualité redevient une perversion dans le texte. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Pour finir, Kristeva va faire tout un développement sur la notion de signe. Elle reprend toute la définition du signe chez Freud, que je trouve pas particulièrement notable. Donc le signe, pour résumer, c'est la condensation entre une image visuelle et une image sonore. Et ça m'a fait penser au fait que la phobie était la condensation de peurs à la fois nommables et innommables. Donc il y a vraiment toute cette idée de condensation qui est prise déjà dans le signe. Et c'est peut-être pour ça aussi que le signe permet d'exprimer en fait la phobie, parce que c'est quelque chose de profondément condensateur. Le problème évidemment va arriver quand la condensation défaille. Et c'est ce qu'elle écrit. L'intérieur du corps vient dans ce cas suppléer à l'effondrement de la frontière dedans-dehors.
comme si la peau, contenant fragile, ne garantissait plus l'intégrité du propre, mais qu'écorchée ou transparente, invisible ou tendue, elle cédait devant la déjection du contenu. Les notions de souillure et tout, ça arrive dans le prochain chapitre, ne vous inquiétez pas, on va avoir un grand plaisir à parler de déjection corporelle. Bref, ce qui est intéressant selon moi dans cette défaillance de la condensation et dans ce retour au corps, c'est qu'en fait à ce moment-là, c'est le corps du sujet qui va devenir le mauvais objet et donc qui va devenir l'abject. Donc la défaillance du langage va renverser le rapport je-autre abject. Donc le je devient l'abject et l'abject devient le je. Peut-être. Donc le sujet, en quelque sorte, va se déplacer dans le territoire de l'abjection, qui est donc un territoire de frontière, comme on en avait parlé. Et l'abjection, elle, va être forcément aussi repoussée de son territoire, et donc l'abjection va devenir l'abject. Si l'abjection devient l'abject, elle devient ce mélange de dégoût et de jouissance. Et c'est là-dessus qu'on va conclure. C'est la dernière phrase de ce chapitre. Kristeva écrit « L'érotisation de l'abjection, et peut-être toute abjection pour autant qu'elle est déjà érotisée, est une tentative d'arrêter l'hémorragie, un seuil devant la mort, un arrêt ou un palier. » C'est une citation que j'avais déjà donnée dans ma vidéo sur l'animal de Rachid, où j'avais beaucoup réfléchi à partir de ça. Mais du coup, voilà, on a une alliance dégoût-jouissance qui se met en place et qui tente d'arrêter en fait cet évidement finalement du sujet qui se met en place, parce que le sujet se déplace sur le territoire de l'abjection et que l'abjection se déplace sur le territoire de l'abject, et donc, je parle hyper vite, et donc, qu'est-ce qui reste dans le jeu ? Qu'est-ce qui reste dans le sujet ? Est-ce que le sujet s'est vidé de lui-même en devenant abjection parce que le langage était défaillant ? Et donc, comment on fait ? Et pour éviter l'hémorragie, entre guillemets, il va y avoir cette érotisation de l'abjection. Donc la nécessité de faire de l'abjection quelque chose de fantasmatique, quelque chose de désirant, pour ne pas le rejeter, en fait, complètement. C'est tout pour ce premier carnet philo sur les pouvoirs de l'horreur de Julia Kristeva. J'aimerais faire tous les carnets philo de Kristeva à la suite, mais comme je suis un peu débordée, on verra. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé et que c'était pas trop obtus. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Comme je suis un peu débordée, je pense qu'il y a des semaines qui vont sauter, mais de toute façon, ça va, je suis pas squeezie, donc je pense qu'on s'en fout un peu si je publie pas toutes les semaines. Mais voilà. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a fait réfléchir à des choses en particulier, la littérature, le cinéma, mais aussi autre chose, si vous avez d'autres fixations que les miennes. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.